matinale Tocsin, 7h30, 8h30, à la volée. Et donc je vous l'ai dit, notre invité à la volée est Constantin Picramenos. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je suis très très heureuse de vous recevoir pour votre livre La Turquie de 1923 à nos jours, comprendre le double jeu turc sur la scène internationale. C'est un livre aux éditions VA Éditions. Je rappelle que vous êtes également, vous, directeur d'études à CP Consulting, expert auprès du Parlement européen sur des questions de la Turquie et du renseignement turc. Et donc, il est particulièrement intéressant de vous recevoir. Et de vous recevoir aujourd'hui. Alors d'abord, pour la raison que vous présentez dans votre livre, c'est qu'on arrive au centenaire finalement de la République de Turquie, qui a été fondée, créée en 1923 sous l'impulsion de Mustafa Kemal Atatürk. Donc ça, c'est la raison de l'écriture de ce livre. Et aujourd'hui, il est vrai qu'il est particulièrement intéressant de vous entendre avec ce jeu international que joue la Turquie, mais justement on va voir avec la Russie notamment sur la scène, sur les différentes scènes de conflit qu'on peut voir aujourd'hui, notamment le conflit israélo-palestinien. On va y revenir, mais d'abord peut-être présentez-nous justement cette Turquie que vous présentez dans votre livre avec justement toute son ambiguïté, toute sa bascule, tout son jeu de bascule entre Occident, Orient, République laïque, islam, et vous dites finalement la Turquie, je vais y arriver, est toujours un peu la même, elle garde toujours cette identité de bascule depuis 1923. C'est plutôt, si vous voulez, le centre de la République turque est plutôt l'occasion et pas la raison. Oui. Et la raison fondamentale, c'est le double jeu turc depuis l'arrivée de Recep Tayyip Erdogan au pouvoir. Ça veut dire 2002-2003, donc ça fait déjà 20 ans qu'il est au pouvoir. Donc, si vous voulez, la vision fondamentale des islamistes turcs est le néo-ottomanisme. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que pour les Turcs, le traité de Lausanne qui a été signé en 1923 a été une injustice insupportable. Et pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'était l'Empire ottoman. Et aujourd'hui, ce qui reste, c'est un petit morceau du grandeur de l'Empire ottoman qui a dominé le monde pendant 5-6 siècles. Bref, pour Erdogan, c'est une injustice qu'il faut réparer. Et il faut la réparer soit manu militari, soit par ce qu'on appelle en anglais soft power, c'est-à-dire l'aide humanitaire, mais aussi jouer sur cette carte, sur cette nostalgie ottomane d'époque où tout le monde, les juifs, les chrétiens, les arméniens, les arabes, les albanais, les slaves, vivaient sous la direction du sultan de Constantinople ou d'Istanbul, si vous voulez. Alors, aujourd'hui, la Turquie fait partie du G20. Ce n'est pas un petit pays. Elle a une économie solide, même si son monnaie, la lire turque, depuis 2011, a perdu. Imaginez qu'en 2011, pour 1 euro, tu pouvais acheter 2 lires turques. Aujourd'hui, pour 1 euro, tu achètes 20 lires turques. C'est la raison pour laquelle l'inflation réelle en Turquie aujourd'hui est plus que 100%. Mais en même temps, il y a une industrie solide, une industrie qui était financée par les capitaux de l'Occident. Et il ne faut pas oublier que Renault, par exemple, possède une usine de fabrication des voitures Clio en Turquie, une usine qui est possédée, ce qu'on appelle joint venture, 50-50, par l'armée turque et la société Renault. Je ne sais pas combien de Français connaissent que chaque fois qu'ils achètent un Renault Clio, une partie des bénéfices va directement à l'armée turque. C'est la même armée qui occupe Chypre, qui occupe 3 zones
en Syrie depuis 2017, oui. qui fait des opérations d'assassinat ciblés contre les cadres du PKK, soit en Syrie, soit en Irak. Et la présence militaire en Libye depuis 2021 est aussi importante. Il ne faut pas aussi oublier que la plus grande base militaire de la Turquie à l'étranger se trouve à Mogadiscio, en Somalie. La Turquie, depuis 2004-2005, a triplé le nombre de ses ambassades et consulats à l'étranger. Et je vous donne juste un chiffre. Pour 2024, comparé avec le budget du ministère français des Affaires étrangères, mais le budget du ministère des Affaires étrangères turc dépasse 1 milliard d'euros. Oui. Le budget du service secret turc, le MIT, parce que mon livre précédent concernait les services secrets turcs, dépasse l'année prochaine de 630 millions d'euros. Et il faut comparer, par exemple, le budget des DGSE est autour de 1 milliard d'euros, mais la France fait partie du Conseil de sécurité de l'ONU. La Turquie, c'est un pays, si vous voulez, une puissance potentielle régionale. Mais pour Erdogan, joue déjà sur la scène mondiale avec une présence diplomatique grande, avec des services secrets très actifs pour des opérations paramilitaires, avec une armée qui est la deuxième côté chiffres, côté, si vous voulez, taille et dans l'OTAN. Et en même temps, la Turquie produit beaucoup. Oui. C'est un pays avec une base de l'agriculture très importante, un pays qui construit tous les produits électroménagers. Si vous voulez aujourd'hui à France, et vous allez dans les maisons des Français et vous trouvez par exemple des frigos Beko ou des machines à café Beko. Donc si vous ne connaissez pas, Beko, c'est un produit turc, c'est une société turque. Donc, on ne produit pas tout en Chine, alors les produits français ne sont pas que chinois, ils sont également turcs. Tout à fait. Donc demain, vous allez chez Darty, il y a des produits de fabrication turque, c'est-à-dire qu'il y a une base solide. Donc l'économie turque est basée plutôt sur les exportations. L'Europe possède presque 45% du marché, mais aussi l'Asie centrale, les Moyen-Orient, mais l'Eldorado turc pour les exportations sera l'Afrique. Oui. C'est la raison pour laquelle Erdogan joue cette carte et aussi accuse la France pour son passé colonial. Oui. Il veut jouer la carte de l'islam, du ottomanisme pacifique et pour vraiment entrer sur les marchés africains. Alors, je voudrais qu'on s'arrête un petit peu sur la carte de l'islam dont vous parlez, parce que c'est très intéressant. Oui. Et on a besoin aujourd'hui, sur la scène internationale actuelle, de comprendre ce jeu, cette carte jouée par Erdogan, pour introduire ce sujet et cette question. Je vous propose de regarder cette intervention que vous avez certainement vue, mais c'est pour nos éditeurs, pour faire un rappel, du président donc, turc Erdogan lors d'un grand meeting à Istanbul, après l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, où il rappelle voulez-vous qu'on revienne à la croix contre le croissant. Regardez cet extrait. Je parle de l'Occident. L'Occident a la plus grande responsabilité dans le massacre de Gaza. L'Occident, je m'adresse à vous. Voulez-vous reprendre le combat entre la croix et le croissant ? Si vous faites un tel effort, sachez que les Turcs ne sont pas morts. Ce peuple est debout et avec la même détermination.
Alors, beaucoup de choses, et quand on a lu votre livre, on comprend mieux, parce qu'en effet, on comprend qu'il y a ce passif, et aussi la volonté de réveiller un nationalisme aussi, une fierté turque. Mais c'est, via cette carte de l'islam dont vous parlez, on sait également, et je le rappelle ici, que Erdogan plusieurs fois a alpagué sa diaspora européenne en disant « réveillez-vous, ne cédez pas à l'islamophobie européenne, il faut prendre le pouvoir ». Donc tout ce jeu que joue Erdogan, on sait également qu'il a envoyé des avions pour récupérer, des avions privés pour récupérer des activistes du Hamas qui étaient détenus en Libye, pour les reprendre pour les mettre, on va dire, à l'abri, voilà, en Turquie. Donc Pas en Turquie, ils sont à Doha, à Qatar. Ah, d'accord, vous faites bien de le préciser. En tout cas, quel jeu joue vraiment? C'est intéressant, parce qu'on sait également, et d'ailleurs on avait vu d'autres juste avant avec le Haut-Karabakh, Israël soutenir la Turquie dans cette invasion du Haut-Karabakh. Ici, les choses s'inversent. Et on a vraiment besoin ici de votre analyse pour mieux comprendre ce qui se joue vraiment derrière ces jeux de rôle, on va dire. Écoutez, même pour les analystes, c'est très difficile de décoder tout ça. Pourquoi? D'un côté, on a le populisme féroce, ce qu'il fait Erdogan sur les marchés et sur la scène intérieure politique turque. Et en même temps, il y a le réel politique, le cynisme. Un exemple, le meilleur allié d'Azerbaïdjan est la Turquie. Oui. Mais le partenaire stratégique d'Azerbaïdjan est Israël. Oui. Pourquoi? Parce que les oléoducs qui partent de Bakou, la capitale azérie, traversent la Géorgie, passent par la Turquie, et à partir du port de Cheia, qui se trouve face à Chypre, les oléoducs fournissent du pétrole à Israël. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'armée israélienne, les blindés que vous voyez dans la ville de Gaza, par exemple, roulent grâce au pétrole azéri qui passe par la Turquie. Alors, vive l'hypocrisie d'Erdogan. D'un côté, pour son petit peuple, il joue les Moudjahidines, les protecteurs de Jérusalem, de l'islam, etc. Et au même temps, il fait du business, parce que la Turquie, pour chaque litre qui traverse son territoire, touche des royalties, comme on dit en anglais, des frais de passage. Alors, même sa propre famille, son fils, qui est un armateur, possède des sociétés, des bateaux, et qui font encore du commerce avec les ports de Haïfa qui se trouvent au nord d'Israël. Bien sûr, le petit peuple turc n'est pas au courant de tout ça, et Erdogan joue sur l'émotion, sur la nostalgie néo-ottomane, sur la unité de l'Oumma, la communauté islamique, mais sous la table, le business reste business. D'accord. Ça nous permet de comprendre, d'ailleurs, parce que ce qui est intéressant, c'est que Erdogan, vous le rappelez bien dans votre livre, alors que Atatürk avait vraiment réussi, si on considère que c'est une réussite. Il a essayé, il n'a jamais réussi à la fin. Oui. De séculariser. Si oui, c'est vrai, c'est ce que vous rappelez d'ailleurs. Oui, que finalement. Un siècle après. Oui, il y avait un bilan assez mitigé, mais donc une volonté en tout cas de séculariser la République, une république laïque de Turquie, d'aller vers. De moderniser la société. Vous savez, laïciser l'État, les institutions, c'est facile. Tu fais une constitution, tu passes les lois. On change l'alphabet. Quelques décrets, oui, tout ça dans ta petite boule du palais présidentiel est très facile à faire. La question est l'application sur une société qui a vécu pendant des siècles et des siècles et sous la domination, ou si vous voulez, il avait un train de vie complètement islamique et soufi.
parce que l'islam dominant de la Turquie est sous l'influence soufie, qui est plutôt mystique, qui est plutôt, si vous voulez, spirituel. Oui. Mais Erdogan, il est plus combattant, il est plus proche des frères musulmans. Pourquoi? Parce que l'école d'Erdogan, c'est l'école de Necmettin Erbakan, son père spirituel, qui a établi les Miligurus, que tout le monde connaît aujourd'hui, même en France, à cause de l'histoire de la mosquée de Strasbourg. Tout le monde se souvient de cette histoire. Les Miligurus est aujourd'hui la faction turque des frères musulmans en Europe. En France, ils contrôlent 70 mosquées. En Allemagne, c'est leur fief. Dans la ville, je pense, de Cologne. Et donc, Erdogan fait partie des frères musulmans. Il est plus pour le djihad éternel que pour l'islam mystique, soufi, etc., etc. Oui, mais donc, il a tout de même, ce soft power est très important, cette carte de l'islam, et notamment de l'islam des frères musulmans, est très importante en Europe, et finalement, il a une influence importante. Il a une influence, il ne faut pas oublier. Il arrive à Paris en 2018 pour rencontrer Emmanuel Macron. La réunion se termine et après, il se déplace à l'ambassade turque. Et qu'est-ce qu'il fait dans l'ambassade? Il invite tous les dirigeants des communautés musulmanes de France, algériens, tunisiens, marocains. Et qu'est-ce qu'il dit aux gens? Il dit, chaque fois que vous avez des problèmes avec l'État français, d'abord, vous vous adressez à moi. C'est moi qui va régler par la voie diplomatique vos problèmes avec la France. Oui. Il se veut le chef des musulmans en Europe. Oui. Il se prend pour les califes, il se prend pour les nouveaux sultans. Bien sûr, les gens, si vous voulez, réagissent un peu bizarrement. Ils ne savent pas s'il est vraiment maniaque ou il est, si vous voulez, mythomane, ou il faut vraiment faire confiance à tout ce qu'il dit. Mais sa volonté est là. Il dit des choses, ça suffit lire tout ce qu'il dit parce qu'il croit ce qu'il dit. Oui. C'est du populisme, bien sûr, mais il croit. Et c'est ça qui est dangereux. Et oui. Parce que quand il dit la croix contre le croissant, c'est quand même grave, là. Voilà. Et donc, on connaît son passé. Il n'a jamais changé. Il a mis la cravate. Il a joué la carte d'Europe parce qu'à l'époque, il recevait beaucoup de capitaux. Il ne faut pas oublier qu'on a presque 6 millions de Turcs en Europe, Europe occidentale, mais aussi dans les Balkans. Donc, l'Europe, c'est un instrument pour avoir des capitaux. À l'époque, aujourd'hui, moins. Mais en même temps, en jouant la carte de l'OTAN, en jouant la carte du Conseil d'Europe, parce que la Turquie fait partie depuis les années 60, il sait faire du chantage. Regardez ce qui se passe avec l'adhésion de la Suède dans l'OTAN. Oui. Comment il négocie à vous ramener tous les membres de la secte de Fethullah Gülen et tous les terroristes du PKK. Et après, je vais décider si, non, pourquoi pas, on verra. Donc, c'est le bazar turc. Goutte par goutte. Tu me donnes 10 pour que je te rende 1. Voilà, ça c'est l'équilibre des forces et la mentalité de la diplomatie turque d'aujourd'hui. D'accord. Alors quand même, faisons encore un point pour rappeler à nos auditeurs, c'est quand même très intéressant quand on récupère ces informations dans votre livre, sur la volonté par Erdogan justement. Donc toujours le double jeu de normalisation des relations avec Israël depuis plusieurs années. Oui. Où en est-on aujourd'hui? Est-ce que finalement le conflit israélo-palestinien a tout glacé ou pas du tout? Parce que comme vous le dites, realpolitik is business et on continue le business. En fait, il y a le discours politique et il y a le business à côté. Écoutez, Erdogan aime faire du business avec Israël, mais il déteste Netanyahou. C'est Netanyahou son problème.
Pourquoi? Parce que Netanyahou et l'extrême droite israélienne est très dure et en fait obstacle à la stratégie long terme d'Erdogan. Erdogan veut que les commerces passent par Israël. Je pense les commerces de la Chine, des l'Inde, passent par Israël. Il veut les gazoducs qui vont démarrer d'Israël pour dépasser Chypre et après transformer la Turquie en carrefour énergétique. Tout ça, il aime, il veut, parce que c'est un levier de pression contre les Européens. Le problème, c'est qu'avec la politique de Netanyahou, les colons, si vous voulez, de la Cisjordanie, tout ça bloque sa stratégie long terme. Il préférait un gouvernement plus modéré, qui voulait avoir une coexistence, et grosso modo, avec les Palestiniens. Et il tombe sur un mur qui s'appelle Netanyahou et il ne peut pas avancer. Le problème aujourd'hui, c'est que le Mossad a menacé d'assassiner tous les leaderships du Hamas qui se trouvent à l'étranger, une partie à Doha au Qatar, une partie à Istanbul. Donc, le gouvernement turc a passé le message à Netanyahou que si les agents du Mossad mettent leurs pieds en Turquie, ils vont les arrêter tout de suite, voire même les liquider. Oui, c'est ça, il a envoyé un message très dur. C'est la guerre des services secrets qui démarre et les Mossad ne rigolent pas parce qu'on se souvient ce qui s'est passé avec Munich 1972. Alors, si on entre dans une période qui va durer pendant des années, avec des opérations d'assassinat ciblées en Turquie, je pense que l'explosion des relations israélo-turques sera énorme. Et bien sûr, c'est fini les relations diplomatiques et les relations commerciales parce qu'il ne peut pas jouer le double jeu long terme. Je voudrais dire que mon livre, ce n'est pas un livre sur la géopolitique de la Turquie. On a fait un livre qui a 45 questions-réponses sur chaque chapitre. Et chaque chapitre, le premier, c'est la scène politique, la scène sociale et religieuse, la scène diplomatique turque, la scène militaire et du renseignement turc, mais aussi l'économie et les crimes organisés. Pourquoi? Parce que les crimes organisés en Turquie jouent un rôle para-économique, si on peut dire, mais très important sur la circulation d'argent à l'intérieur. Il ne faut pas oublier qu'après les héroïnes qui traversaient la Turquie pendant des années, des décennies, si vous voulez, la cocaïne qui vient de la Colombie, les cartels ont choisi la Turquie comme l'entrée principale pour les marchés européens, mais aussi les marchés du Moyen-Orient. Pourquoi? Parce que tous les ports de la France, de la Belgique et des Pays-Bas, aujourd'hui, sont bien contrôlés par les polices nationales. Donc, on va utiliser la structure turque qui est déjà bien établie depuis des décennies. Donc, on a cet aspect aussi. Hors l'immigration illégale qui traverse la Grèce, qui passe par la Turquie, on a aussi le trafic de drogue. On parle des milliards d'euros de bénéfices chaque année, avec une partie qui va dans les poches de l'élite politique locale. Oui, et c'est pour ça qu'il est très intéressant, en effet, de lire votre livre et de réaliser ce double jeu. Et ce qui est Parce qu'on voit là, on voit vraiment l'image, on voit la carte entière. Entièrement. Pas que la géopolitique. Oui, on a bien compris, mais là, c'était intéressant de vous interroger sur la scène actuelle géopolitique. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on a l'impression, et ce sera ma dernière question, que finalement, nos gouvernements et puis l'Europe n'a pas perçu l'entièreté de ce jeu trouble d'Erdogan. Non, ils sont courants. Moi, je travaille avec le Parlement européen. Ils savent, si vous voulez, les eurodéputés sont plus sensibles que la bureaucratie de Bruxelles. Parce que pour Bruxelles, la Turquie, c'est le carrefour énergétique. La Turquie, c'est le levier pour contrôler les volumes de l'immigration. La Turquie est proche d'Israël. La Turquie touche la Russie
dans le cadre de l'OTAN, il ne faut pas oublier qu'il y a un radar et anti-aérien qui se trouve à l'est de la Turquie pour surveiller les missiles de l'Iran. Donc, pour la bureaucratie de Bruxelles, c'est la géographie qui compte et pas le double G turc. Eh bien, merci beaucoup, Constantin Picramenos. Je rappelle le titre de votre livre, La Turquie de 1923 à nos jours, comprendre le double jeu turc sur la scène internationale. Et c'est un livre chez VA Éditions. Merci encore pour ce bel éclairage. Merci à vous tous beaucoup de continuer de nous soutenir et de faire monter justement le référencement et de permettre ce genre d'interviews atypiques, mais qui nous permettent de mieux comprendre en réalité ce qui se passe et les grands joueurs sur la scène internationale que sont la Turquie. Et tout de suite, une nouvelle chronique, celle de Roxane Despalin qui va nous faire en fait une contre-information, un contre-flash info. Donc on retrouve tout de suite Roxane. Allez, bonjour Roxane, alors de quoi vous nous parlez ? Bonjour Clémence, merci de m'accueillir sur votre plateau. Alors voici les titres de l'actualité qu'on va évoquer aujourd'hui. Loi immigration rejetée et exécutif humilié, polémique et terreur dans un collège des Yvelines, la Civis privée de son pilier et l'augmentation des prix du billet du Louvre. Retour sur l'actualité du jour. Alors la grosse actu, c'est donc la loi immigration qui a été rejetée. Hier, dans la soirée, la motion de rejet du groupe écologiste a été adoptée à l'Assemblée en coupant net les débats. Plus que jamais, le gouvernement est mis en échec, a été annoncé, dorloté, couvé. La loi immigration a hier été donc rejetée, ouvrant une véritable crise politique. Les ministres ont été convoqués en urgence par Elisabeth Borne et tous les membres du gouvernement, il me semble, qui étaient invités dans les médias, ont annulé leur venue. Darmanin a proposé sa démission à l'Élysée, qui l'a refusée. L'adoption de cette motion de rejet n'est pas à minorer, puisque la précédente remonte à plus d'un quart de siècle. C'est un coup de massue qui rappelle à ceux qui voudraient l'oublier qu'Emmanuel Macron n'a pas de majorité et qu'il n'a pas fait de campagne. Si cette motion de censure a pu être adoptée, c'est grâce à une alliance entre le Rassemblement national, les Républicains et la France insoumise. Pour l'opposition, c'est le chant du cygne d'un gouvernement désavoué. Écoutez Marine Le Pen, elle répond à la question « Le gouvernement doit-il démissionner ?» Ce gouvernement, comme il ne sait pas où il va, en réalité, croit que la politique, c'est du rodéo. Il s'agit de rester sur le cheval, même si celui-ci essaye de vous éjecter. Il ne s'agit pas d'aller quelque part, il s'agit juste de rester accroché à la selle. Donc ils resteront très certainement accrochés à la selle. Il n'en demeure pas moins que le désaveu qui vient de s'exprimer ce soir est un désaveu extrêmement puissant, un désaveu aussi du « en même temps », qui est une véritable escroquerie politique et qui se révèle sous son vrai visage. Alors c'est sûr, à force d'utiliser le 49.3, la majorité avait oublié qu'elle ne l'était pas majoritaire. Eh bien aujourd'hui, elle vient de se rendre compte qu'elle est véritablement une minorité. Voilà, donc Marine Le Pen qui rappelle que c'est le 20e 49.3 du gouvernement. Alors évidemment, ce ne sont pas pour les mêmes raisons que la France insoumise et le Rassemblement national se sont opposés au texte. Pour les uns, elle est trop dure, pour les autres, elle est trop laxiste. Pourtant, il semble bien que pour une fois, les deux bords de l'hémicycle soient parvenus à laisser de côté leur ego pour se mettre d'accord sur un point, s'opposer. Et on écoute Mathilde Panot. Maintenant 1 an que M. Darmanin porte cette loi, donc il n'a qu'à partir avec sa loi sous le bras. Et nous demandons maintenant à ce gouvernement de retirer cette loi. Je crois que tout le monde doit comprendre que la Macronie rentre maintenant dans une crise de pouvoir qui est extrêmement profonde. Voilà, donc crise politique soulignée de part et d'autre. Gérald Darmanin, lui, était hier sur TF1. Il a tenté de défendre sa légitimité. Il s'en prend directement à l'Assemblée comme pour un règlement de compte. Écoutez ce qu'il répond lorsque le journaliste de TF1 souligne justement cet échec politique lui aussi. Je constate que la motion de rejet et cette alliance des contraires qui a choisi la politique politicienne, qui n'a pas choisi l'intérêt général, et de voir des LR faire la béquille du Rassemblement national et de la réjouissance de Mme Le Pen, ça me fait mal. Ça fait mal à tous les électeurs de droite et du centre. Je le suis certain que ça fait mal à tous les électeurs républicains de voir ce parti se perdre désormais. Aujourd'hui, la majorité des députés ne représente pas la majorité de l'opinion, parce que l'opinion soutient ce texte. Voilà.
Oui. Évidemment, il défend son os. Exactement, il accuse une alliance contre nature et surtout il répond aux députés qui, eux, se réclament de l'expression populaire. Et cela, il le répète à 2 reprises, cet argumentaire-là. Une joute donc destinée à faire passer un message. Si je ne suis pas crédible, vous ne l'êtes pas non plus. Si l'on était taquin, on verrait un mauvais perdant. Il faut dire que la journée n'a vraiment pas été facile pour Gérald Darmanin. Un peu plus tôt dans la journée, déjà, il s'était humilié pour avoir confondu Academia Christiana et Civitas, alors que le Premier ministre devrait maîtriser particulièrement ce dossier, vu l'actualité. Bref, pour Gérald Darmanin, c'est l'ascenseur émotionnel. Dimanche, on disait, et on l'a vu d'ailleurs sur Tocsin, il annonçait donc la dissolution du mouvement. Academia Christiana, oui. Exactement, un mouvement politique destiné à former la jeunesse et qui organise entre autres des conférences et des universités d'été, du sport et du catéchisme, disait Victor Aubert, le président de l'association qui était entre autres chez Radio Tocsin. Et déjà, des voix s'élèvent pour contester la dissolution de ce mouvement et cette absence de fondement juridique. Gérald Darmanin justifiait son choix lundi sur TF1. Il reprochait l'admiration du pétinisme et l'antisémitisme du mouvement. Un discours qui a fait penser à de nombreux auditeurs qu'il confondait donc avec le mouvement Civitas. En bref, pour Gérald Darmanin, le mouvement Academia Christiana ne semblait pas correspondre aux valeurs de la République. Et ça tombe bien parce que nous sommes toujours à la recherche des valeurs disparues de la République. Dans les Yvelines, un collège et son équipe enseignante donc étaient terrorisés après une polémique autour d'une œuvre d'art. On a reçu également sur Tocsin un professeur qui nous a fait un décryptage. Lundi 11 décembre, donc plusieurs professeurs du collège Jacques Cartier à Issou dans les Yvelines ont exercé leur droit de retrait car ils se sentent en danger après qu'une enseignante de français a montré à sa classe une œuvre d'art présentant des femmes nues. Voilà, Gabriel Attal s'est rendu sur place dans la journée accompagné du sous-préfet. Le ministre de l'Éducation, en rupture avec son prédécesseur, a tenu à taper du poing sur la table et afficher une posture de fermeté. En parallèle, l'égalité, elle aussi, est toujours en fuite. La nouvelle est tombée lundi. Le billet d'entrée pour le musée du Louvre va passer de 17 à 22 €. On rappelle donc que même, il me semble, sous l'Ancien Régime, le Louvre était accessible à tous. Et on se demande après pourquoi... Faites beaucoup référence à l'Ancien Régime, Roxane. On se demande ensuite pourquoi est-ce que les élèves ne peuvent plus regarder les œuvres d'art si les parents ne peuvent plus les emmener au Louvre aussi. Ouais, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Et puis enfin, dans la rubrique des actus à la trappe, il y a d'abord cette grève des taxis qui a été éclipsée par le reste de l'actualité et dont on a parlé chez Tocsin, mais aussi et surtout la commission de la Civis qui donc désormais se passera du juge Édouard Durand. Le gouvernement a annoncé lundi, donc en fin de journée, que la Civis, donc c'est la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, poursuivrait son travail. Néanmoins, voilà, le juge Édouard Durand, qui avait demandé son maintien avec le soutien de plusieurs associations, lui est remercié. Sa doctrine, on vous croit et vous ne serez plus jamais seul, avait réussi à rassembler des anciennes victimes et mères en lutte. L'aventure se continuera sans lui. Qui en veut au juge Édouard Durand? C'est une affaire à suivre donc, et Tocsin n'y manquera pas. Évidemment, Roxane, vous faites bien de le dire d'ailleurs. On va tenter pour demain d'ailleurs de revenir sur ce sujet de la Civis qui est coupée de sa tête parce qu'elle a osé poser les bonnes questions, évidemment. Nous serons le relais de ces questions. Et grâce à vous, merci Roxane et merci à vous tous. Clémence. On continue de monter en puissance et de relayer ces informations pour pouvoir justement continuer à faire notre travail d'enquête et notamment comprendre où est passé et pourquoi a-t-il été mis au banc et au placard ce juge Durand. Eh bien, on reviendra dessus évidemment avec un programme très riche également demain. Je vous donne rendez-vous à partir de 7h30. Bonne journée.